Donc ça fait à peu près plus de 30 ans que je suis journaliste. J'ai travaillé... maintenant, je suis journaliste indépendante, mais avant, j'étais donc dans les médias mainstream. France 3, TF1 beaucoup, TV5 Monde, et j'ai travaillé aussi dans la presse écrite. Donc en 30 ans, en plus de 30 ans, j'ai observé une régression de la liberté de l'information. Et cette régression, elle a touché le fond, donc avec cette affaire Covid. Donc maintenant, j'ai écrit des livres. J'ai écrit un premier livre en 2009-2010, après l'affaire Mediator et après la grippe H1N1, qui était déjà une fausse pandémie, qui s'appelle Le livre noir du médicament, qui a été publié chez Plomb. Ensuite, j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps, qui est sorti en 2021, c'est celui-ci, qui est sur les perturbateurs endocriniens, tout ce qui nous empoisonne à notre insu, et entre autres, comment justement ça détruit tout le système hormonal. Donc je parle de tous les produits chimiques, et donc ça me permet d'enquiller sur ce qui se passe maintenant. On nous a parlé donc du Covid. Or, il faut savoir que les maladies infectieuses sont moins de 5% de la mortalité, en général dans le monde. C'est moins de 5. Et le Covid, par rapport à ces 5%, c'est encore moins de 1%. Mais sinon, les 95% ou 95% de la mortalité, des causes de mortalité, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, qui sont en général dues aux produits chimiques et à la nourriture industrielle, et aussi aux traitements médicamenteux. Donc, ce qui s'est passé donc, en 2020, c'est une extrapolation et une exagération. Là, moi, je vais vous parler seulement du mécanisme de ces pseudo-vaccins, mais moi, qu'on les appelle vaccins ou pas, ça ne me dérange pas. C'est aussi le même mécanisme que de la thérapie génique, c'est clair. Mais les vaccins dits classiques sont aussi des médicaments qui n'ont pas été testés contre placebo. Donc, ils sont moins toxiques que ceux qui sont nouveaux de cette nouvelle plateforme, c'est ce que je vais vous montrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas toxiques. Donc, ce qui s'est passé, donc l'intervenant précédent a montré, vous a dit que c'était une nouvelle plateforme. Donc, je vais vous expliquer le mécanisme de cette plateforme, et je le fais à partir des articles scientifiques et des chercheurs avec qui j'ai discuté. Moi, je suis journaliste, donc je vais lire les articles, je vais voir les experts, les chercheurs indépendants plutôt, et ils m'expliquent, et après moi j'essaye de le faire de façon assez pédagogique pour un grand public. Donc dès février 2020, l'Institut Pasteur avait déjà dit que c'était un virus bénin, donc avec 0,1% de mortalité par infection. Donc c'était en gros l'équivalent d'une grippe, et les articles avaient déjà été publiés, donc on savait déjà à l'époque que c'était bénin. Ça n'a pas empêché de faire une crise internationale et de déclarer une pandémie, que l'OMS déclare une pandémie. Elle avait déjà menti, l'OMS, en 2009-2010 au moment de la grippe H1N1, j'étais à TF1 à l'époque, et j'avais fait à l'époque un reportage pour dénoncer les mensonges de l'OMS, et ce reportage était passé. Je ne crois pas que ce serait encore possible. Non, mais c'est tous les médias qui sont confondus. Il y a une dégradation de la presse, et donc tous les médias ont eu une régression de la liberté qui est phénoménale en 30 ans. Il n'y a pas un média en particulier, ni un pays en particulier. Donc, on a su aussi que ce vaccin était inutile pour un virus mutant, parce que le coronavirus, par définition, c'est un virus qui mute très très rapidement. Donc le temps qu'un vaccin vienne sur le marché, ce vaccin est obsolète. Donc décider que pour lutter contre un coronavirus, il fallait un vaccin, c'était à la base absurde. Et non seulement c'était absurde à la base de faire un vaccin pour un virus qui mute très rapidement, mais ça le professeur Raoult l'avait dit, il avait dit dès le départ, faire un vaccin pour un virus qui n'entraîne pas, qui n'est pas immunogène, donc un virus qui mute, est un défi idiot. Il avait qualifié lui-même de défi idiot. Donc maintenant,
Voilà la différence entre les différents vaccins. Vous voyez? Non, il faut que je reste sur le micro. À gauche, vous avez les vaccins classiques. Et à droite, vous avez les vaccins à nanoparticules et ARN modifiés. Quelle est la différence? Les vaccins classiques, la plus grosse différence, c'est que les vaccins classiques, qui sont à gauche, ils ne rentrent pas dans les cellules. Quand vous faites injecter un vaccin, le vaccin, les particules, qui sont aussi des particules chimiques et aussi des particules toxiques, quand c'est de l'aluminium, parce que l'aluminium c'est un toxique et un neurotoxique, la différence c'est que ces vaccins classiques ne rentrent pas dans la cellule. Vous voyez, ils restent en dehors de la cellule. Ce sont des vaccins extracellulaires. Et la grosse différence avec les vaccins à nanoparticules lipidiques et ARN modifiés, c'est que ce sont des nanoparticules, donc 100 à 1000 fois plus petits qu'une cellule, et que eux, ils vont rentrer dans la cellule. Et ce sont des vaccins intracellulaires, parce que c'est la définition même du principe de ces vaccins à nanoparticules. Or, il faut savoir que des nanoparticules, c'est toxique en soi. Et maintenant, il y a de plus en plus d'études qui sortent, qui montrent que les nanoparticules, même sans ARN modifié à l'intérieur, sont toxiques. Donc, vous voyez à droite, les nanoparticules, elles sont beaucoup plus petites. On a mis de l'ARN dedans, je vais vous le détailler tout à l'heure, et surtout, ces nanoparticules rentrent dans la cellule. Et c'est la grosse différence. Parce qu'une fois qu'elles sont dans la cellule, le système immunitaire, il n'a pas accès à l'intérieur de la cellule. Le système immunitaire, il est à l'extérieur. Et quand le toxique, parce que là c'est un toxique, est à l'intérieur de la cellule, il n'y a plus qu'une seule molécule qui peut aller le détoxifier. Ça c'est le professeur Serralini qui m'a expliqué. C'est le glutathion. C'est une molécule naturelle qui est fabriquée par le foie. Et c'est les seuls qui puissent rentrer dans la cellule pour les détoxiquer. Donc ça c'est la grosse différence. Alors, quel est le principe de ces nanoparticules lipidiques des vaccins? L'idée, c'est que c'est leur mécanisme tel que eux ont dit que ça marchait. Bon, alors je vous décris le mécanisme qui est décrit par les fabricants eux-mêmes, Pfizer et Moderna. Donc, en 1, ils injectent la nanoparticule. En 2, la nanoparticule donc rentre dans la cellule, comme on vient de le voir. En 3, la nanoparticule relâche l'ARN génétiquement modifié qui se trouve à l'intérieur et qui va coder pour une partie du virus qui est la partie extérieure, c'est la spike, sont les pointes qui sont à l'extérieur des virus. Donc, l'ARN va coder pour une spike et là, la cellule va, avec ses ribosomes en 4, prendre cet ARN et le transformer en protéine spike qu'elle va relâcher dans son milieu. Bon, ou elle va le garder à sa surface, ou alors elle va le relâcher dans son milieu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la protéine spike, c'est une protéine qui est étrangère. Donc, ce principe même de vaccination, ou de thérapie génique, peu importe, d'injection, quel est son principe? C'est de dire au corps, tu vas fabriquer une toxine étrangère. Et comme il va fabriquer une toxine étrangère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien évidemment, le système immunitaire va attaquer cette toxine étrangère. Et si c'est une cellule qui porte cette toxine étrangère, de votre propre corps, eh bien le système immunitaire va l'attaquer. Et il va détruire vos propres cellules. Et donc là, on va voir comment le système immunitaire va détruire vos propres cellules. C'est de l'autodestruction. Alors, on part du haut. En haut, vous voyez, on retrouve la cellule. En numéro 1, on retrouve la cellule avec dedans ces nanoparticules. Les nanoparticules lipidiques toxiques du vaccin ou de l'injection, on va dire, arrivent dans la cellule,
fabriquent des spikes. Donc les spikes, c'est les petites... vous les voyez, les petites voilà, rouges, voilà. Les petites spicules rouges qui se trouvent à l'extérieur des cellules et qui sont soit sur la membrane de la cellule, soit dans le milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? En numéro 2, vous voyez ici, à droite, en haut, voilà, là, ça, c'est le système immunitaire, c'est les macrophages. Il y a d'autres parties du système immunitaire, les lymphocytes T et les cellules B. Alors, vous voyez, macrophages, lymphocytes T, cellules B. Les cellules B vont fabriquer les anticorps, qui vont aussi aller attaquer la spike. Donc, les macrophages, ils vont s'attaquer à tout ce qui est étranger. Comme on a dit à nos cellules de fabriquer des protéines étrangères, évidemment, les macrophages vont arriver, et vous voyez en deux, ils vont essayer de détruire et de neutraliser cette toxine étrangère. Là, ils y arrivent, ils sont aidés par d'autres molécules, d'autres globules blancs du système immunitaire, et ils détruisent, y compris la cellule saine qui a produit cette toxine. Et en 4, ça se retrouve dans l'organisme, et il s'agit ensuite pour l'organisme d'évacuer ces déchets. Et c'est là où il a beaucoup de mal. Parce que, entre-temps, le macrophage lui-même, il va être attaqué par ces nanoparticules lipidiques. Donc le macrophage lui-même, qui est le système immunitaire, va se retrouver avec des nanoparticules à l'intérieur de lui-même, et lui-même va se mettre à fabriquer de la spike, donc des toxines étrangères. Et donc lui-même, le macrophage, va se retrouver à être la cible d'autres globules blancs, donc du système immunitaire. Et c'est ainsi que le système immunitaire s'effondre. Et on assiste à une espèce d'effondrement du système immunitaire qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle un syndrome d'immunodéficience acquise, à savoir SIDA. Et c'est pour ça qu'on observe que le système immunitaire est complètement effondré avec ces effets secondaires de ces injections. On arrive ici au 4 où il y a les protéines spike. Et là, vous voyez les protéines spike, une fois qu'elles sont dans l'organisme et qu'elles sont libérées, et qu'elles ne sont pas sur la cellule, elles vont aussi être attaquées par le système immunitaire qui va essayer de les neutraliser. Et là, ce sont les anticorps fabriqués par les cellules B qui vont arriver là et neutraliser la cellule spike. Mais comme la cellule spike, elle n'est pas attachée à son virus, les anticorps vont la prendre, si je puis dire, par devant et par derrière. Donc, ils vont essayer de la prendre par devant, et ici par l'arrière, et ça va former des complexes auto-immuns, qui vont être très très difficiles à éliminer. Ça, c'est des études qui ont été produites, je vous les donnerai si vous voulez les liens. Et donc, c'est ainsi qu'on assiste à un système d'autodestruction qui va être généralisé à tout l'organisme. Parce que les nanoparticules lipidiques vont se retrouver dans tout l'organisme, et aussi bien, on verra, dans le cerveau, que dans la rate, que dans le foie, que dans les ovaires, que dans les testicules. Il n'y a pas un seul organe du corps qui pourra y échapper, parce que ces nanoparticules lipidiques sont faites de gras. Elles sont faites, c'est ce qu'on va voir maintenant, et elles peuvent pénétrer dans toutes les cellules. Alors que le virus, lui, qui avait ses spikes à la surface, lui, il pouvait rentrer que dans les cellules qui avaient le récepteur de la spike, qui était le récepteur ACE2 pour les humains. Tandis que les cellules du vaccin, entre guillemets, vont entrer dans toutes les autres cellules, les nanoparticules du vaccin. Alors, ces nanoparticules présentent un triple risque. On n'insiste jamais assez, mais il n'y a jamais eu d'essais cliniques
pour tester les nanoparticules. Jusqu'à présent, les nanoparticules, si on en trouvait dans des vaccins, c'était considéré comme des impuretés. Or, là, ils ont conçu un vaccin où le principe même du vaccin, c'est l'impureté. Donc, ils ont conçu un vaccin qui est composé d'impuretés. Et ces impuretés, ce sont les nanoparticules. Donc, pourquoi un triple risque? D'abord, la nanoparticule elle-même, sans l'ARN. Ensuite, l'ARN modifié génétiquement qui est à l'intérieur de la nanoparticule. Et troisièmement, la spike, une fois qu'elle sera rentrée dans la cellule. Voilà. Voilà. Donc l'ARN rentre dans la cellule et il ressort sous forme de spike. C'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, ces nanoparticules, pourquoi elles sont particulièrement dangereuses? Parce qu'elles sont composées d'éléments chimiques qui n'ont jamais été testés sur les humains. Et même sur les animaux. Mais quand ça a été testé sur les animaux, on a vu qu'il y avait des effets extrêmement délétères parce que, effectivement, ça rentre dans toutes les cellules. Et surtout, ces nanoparticules lipidiques, elles sont composées de 4 lipides. Et le premier lipide, qui est du polyéthylène glycol, complètement chimique, et qui est très, très allergisant. Donc, ça peut provoquer, et effectivement, ça a provoqué des chocs anaphylactiques. Ensuite, le deuxième aminolipide, c'est un aminolipide qui va changer la charge électrique de l'ARN une fois qu'il sera dans la cellule. Et ces deux éléments-là sont des éléments qui sont des éléments chimiques qui n'existent pas dans la nature et qui sont devenus des propriétés industrielles. Donc ça appartient à Pfizer et Moderna. Et ces deux éléments qui composent les nanoparticules lipidiques n'ont jamais été testés sur les humains et n'existent pas dans la nature. Et ils sont faits pour permettre l'entrée dans les cellules. Ensuite, vous avez deux autres lipides, les pseudophospholipides et le cholestérol. Ça, c'est des lipides qu'on trouve dans la nature, qu'on trouve même dans le corps humain. Mais le problème, c'est que justement, comme vous le présentez au système immunitaire en même temps et à côté des deux autres qui sont extrêmement toxiques et extrêmement allergisants, le corps peut être amené à ne plus faire la différence et à aussi attaquer les pseudophospholipides naturels de l'humain et le cholestérol naturel de l'humain. Or, les pseudophospholipides, c'est très très important pour mener à bien une grossesse, par exemple. Donc, là, vous avez les 4 lipides des nanoparticules lipidiques. Ensuite, le danger de l'ARN. Donc là, on vient de voir le danger des nanoparticules lipidiques. Maintenant, le danger de l'ARN. Qu'est-ce qui se passe avec l'ARN modifié? Là, par exemple, là, est-ce qu'on voit? Voilà. Ça, c'est l'ADN. Il est dans le noyau. Pour sortir du noyau, il devient de l'ARN. Donc, il devient de l'ARN. Et c'est l'ARN messager qui sort du noyau et qui va aller se transformer en protéines. C'est comme ça le système. Alors, l'ARN messager, le voilà. Sauf que l'ARN messager qu'ils ont mis dans les vaccins, c'est pas de l'ARN messager, c'est de l'ARN modifié, qui n'est pas de l'ARN messager. Parce qu'il arrive directement dans la cellule. Et vous voyez, l'ARN messager, normalement, il fabrique un petit collier de perles, c'est la protéine qui va sortir de la cellule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, avec l'ARN? Vous voyez? L'ARN, il a 4 bases. Oh, non. Voilà. L'ARN a 4 bases. Donc, ces 4 bases sont traduites en protéines. Vous voyez à gauche. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On va les reprendre ici. Ils ont pris tous les U de l'ARN et ils les ont changés en un pseudo-uridine, pseudo-U, et ils ont fait un ARN modifié,
qui n'est pas l'ARN messager naturel, et qui est totalement artificiel et qui n'existe pas dans la nature. Or, cet ARN messager modifié, est-ce qu'il va être bien lu par les cellules? Et là, c'est pas évident. Et au contraire, on est en train de s'apercevoir qu'il ne lit pas, il n'est pas bien lu par les cellules et qu'il va produire des protéines complètement aberrantes. Or, cette transformation de l'ARN naturel en ARN modifié, génétiquement modifié, c'est pour cette raison que la personne qui l'a inventé ou mis au point a obtenu le prix Nobel de médecine l'année dernière. Donc vous voyez, on obtient un ARN avec que à la place du U, du pseudo-U. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le but de ça, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils ont dit comme ça, normalement l'ARN, le corps a décidé qu'il fallait qu'il soit détruit immédiatement qu'il sortait, pour pas justement patiner et produire comme un disque rayé des protéines en permanence. Donc il faut que l'ARN soit biodégradable très rapidement. Donc ils ont fait ça pour empêcher que l'ARN soit biodégradable. Donc on se retrouve avec un ARN qui met beaucoup de temps à se dégrader. Et donc au début, ils ont dit non, non, mais ça part dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent. En réalité, on s'aperçoit que quelquefois, des mois après, on retrouve encore de l'ARN modifié dans l'organisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on regarde à gauche. Là, c'est le processus naturel à gauche. L'ARN messager naturel est traduit et fabrique des protéines. Mais avec l'ARN modifié, à droite, eh bien ça bug. Et les ribosomes, quelquefois, quand ils tombent sur un U, sur un pseudo-U, au lieu de le prendre pour un U, comme ils tombent sur un pseudo-U, ils bug, et quelquefois, il peut créer des protéines aberrantes, qui n'existent pas non plus dans le corps humain. Et là, on est à un niveau où c'est le principe même de base de cette technologie ARN modifiée qui est mise en cause parce que les ribosomes bug et ne lisent pas exactement l'ARN comme si c'était de l'ARN naturel et fabriquent des protéines aberrantes. Et ça peut être des prions. Et ça peut expliquer des maladies de Creutzfeldt-Jakob qu'on a vu se développer très très rapidement et de façon totalement anormale. Donc ça, c'est en partie dû à ces nouvelles... Ça, c'est des études très très récentes. Personne n'en a parlé à la télévision, vous ne l'avez pas entendu, mais ça fabrique des protéines folles. Et on a trouvé également que non seulement l'ARN fabriquait des protéines folles, et ça c'est le principe même de cette injection, mais il y a autre chose encore, c'est que dans les vaccins, entre guillemets, ils ont plusieurs modes de fabrication. Et le mode de fabrication industriel n'a pas été testé dans les essais cliniques. Ils ont testé un premier mode de fabrication dans les essais cliniques, et ensuite, pour passer à la vaccination de masse, ils ont utilisé un autre procédé de fabrication. Et l'autre procédé de fabrication utilise de l'ADN comme moyen transitoire pour fabriquer l'ARN modifié qu'on a vu à l'instant. Et cet ADN, donc ils fabriquent des ADN en cercle, des plasmides, et dedans ils mettent quoi? Donc ils mettent l'ADN de la spike, qu'on a vu, et puis ils mettent aussi, et c'est là où il y a un chercheur qui s'appelle Kevin McKernan, qui a découvert ce qu'il mettait dedans, parce qu'il a retrouvé ces ADN dans les vaccins, dans les fioles de vaccins, alors que ce n'était pas indiqué. Et donc, il a pu avoir, en gros, la matrice de fabrication de l'ARN. Et il s'est aperçu qu'il y avait dedans des gènes qui n'étaient pas indiqués dans la notice de fabrication du vaccin. Donc, il s'est aperçu de quoi? Qu'il y avait donc effectivement la séquence d'ADN de la spike, donc ça c'est normal, même si elle est artificielle, elle aussi, mais ça c'est un autre débat. Ensuite, il s'est aperçu qu'il y avait des séquences de SV40. SV40, c'est un virus de singe qui est un promoteur, et là il y a le morceau de promotion, qui est un promoteur de cancer. Et donc le mettre dans la matrice
du vaccin, c'est mettre dans l'organisme un promoteur du cancer. Et le SV40, qu'est-ce qu'il fait? Il facilite la pénétration de l'ARN, de l'ADN et de l'ARN dans le noyau. Alors vous vous souvenez qu'on nous a dit, c'est de l'ARN, ça ne va pas rentrer dans le noyau, et donc ça ne va pas s'inscrire dans votre patrimoine génétique. Or, cette découverte de Kevin McKernan montre que les vaccins, tous ceux qu'il a testés, Pfizer et Moderna, étaient contaminés avec cet ADN, qui lui contenait ces morceaux de virus de singe qui facilitent l'entrée dans le noyau. Alors si ça rentre dans le noyau, après, ça peut s'intégrer dans l'ADN. Et si ça s'intègre dans l'ADN, là, ça se transmet également aux générations futures. Donc, c'est très inquiétant. Il y a des médecins spécialistes, justement, du cancer qui sont intervenus et qui ont dit, oh là là, attention, il faut absolument revoir le mode de fabrication et éliminer cette pollution, parce que là, c'est de la contamination. Là, c'est considéré comme de la contamination. Et il y en avait jusqu'à 30%. Donc, c'est bien au-dessus de ce qui est normalement tolérable. Et il n'y a pas de normalement, parce que de toute façon, ça n'a jamais été fait. Donc, pourquoi les agences de régulation vont tolérer tel pourcentage et tel pourcentage? Mais elles n'en savent rien. Elles-mêmes n'en savent rien du tout. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a découvert, Kevin McKernan? Qu'il y avait encore plusieurs autres gènes qui étaient dans cette matrice d'ADN qui va servir de modèle à l'ARN. Bon. Et dans cette matrice, il y avait également des gènes de résistance aux antibiotiques qui vont rentrer dans les cellules. Donc si en plus c'est transcrit dans l'ADN, ça veut dire qu'on va insérer des gènes de résistance aux antibiotiques dans les noyaux des cellules et dans l'ADN. Et après, il a trouvé deux autres séquences qu'il a appelées des séquences mystères, mais chaque fois qu'il a essayé comme c'est des séquences génétiques, il les a mesurées avec un instrument qui s'appelle BLAST, et il a trouvé que ça ressemblait beaucoup à des séquences génétiques animales, en particulier le fil, les séquences génétiques qui aident les vers à soie à fabriquer du fil et du fil de soie, et également les araignées quand elles fabriquent leur toile d'araignée. Ce fil est fabriqué grâce à un gène, et le gène qu'il a retrouvé, bon maintenant ça pour l'instant ça reste à vérifier, hein, mais le gène qu'il a retrouvé ressemblait beaucoup au gène des araignées et des vers à soie. Donc ça n'a rien à voir et ça n'a rien à faire dans le corps humain. Donc ça c'est une contamination, c'est pas le principe de base du vaccin. Le principe de base du vaccin, c'est l'ARN, on l'a vu, et l'ARN modifié qui n'existe pas dans la nature. Et de faire fabriquer une toxine étrangère. Donc voilà. Donc on les retrouve partout, ces nanoparticules, je vais aller assez vite parce que là je suis un peu en retard. Et évidemment, ça provoque des troubles systémiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie qui va correspondre. D'ailleurs le médecin vous l'a dit juste avant, c'est qu'il va y avoir plein de troubles systémiques. Donc j'insiste pas là-dessus, mais ensuite on s'est aperçu en Angleterre de quoi? Que eux ils ont des statuts ils ont été les plus transparents par rapport aux Français. Les Français, l'agence du médicament n'a absolument pas été transparente, et donc elle n'a pas donné les différences entre les gens selon qu'ils sont un statut vaccinal ou non vaccinal, est-ce qu'ils sont plus malades ou moins malades. Bon, ça en France, interdit de le savoir. Il y a Laurent Doubiana qui a demandé à avoir les données clairement transparentes sur quelle est la mortalité en fonction du statut vaccinal. Et l'agence du médicament a refusé de les donner. Donc ça, c'est la transparence à la française. Bon, les Anglais, ils sont un peu plus transparents, donc ils ont laissé les chiffres sur leur site, et sur leur site officiel, on a pu voir quoi? Que chez les jeunes, entre 18 et 39 ans, les personnes qui étaient vaccinées avaient beaucoup plus de risques de mourir que les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et donc, par exemple, si vous avez 65% de vaccinés en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, eh bien, par contre, ils sont 78,4% dans les morts. Ça veut dire
que si vous êtes vacciné, eh bien, vous avez plus de risques de mourir que si vous n'êtes pas. Parce que si vous regardez en bas, les non-vaccinés, qui sont 30% de cette tranche d'âge, eh bien, par contre, ils ne représentent que 17% des morts de la même tranche d'âge. Et ça, c'est très, très inquiétant. Parce que ce sont des jeunes qui meurent. Donc, si on compte en nombre d'années de vie supprimées, c'est énorme. Alors, voilà pour terminer. En 1976, il y avait eu une campagne vaccinale aux États-Unis. Après 25 morts, la presse avait fait son boulot, avait dénoncé les effets secondaires, et la campagne avait été arrêtée. 25 morts. En 2023, on est à plus de 36 000 officiellement, et jusqu'à 17 millions selon certains calculs, et selon certaines études, comme celle de Denis Rancourt au Canada. Pourquoi une telle différence? Pourquoi le principe de précaution était-il appliqué en 1976 et pourquoi maintenant, en 2023, on n'est même plus dans le principe de précaution, là on est dans la constatation de la catastrophe. Et il continue de laisser ce produit sur le marché. Non seulement ça, mais il vaccine les enfants, sachant que les enfants n'ont aucun risque d'attraper le Covid. Donc pourquoi un tel acharnement? Et ça, c'est une question qui est cruciale. Et malheureusement, après, quelle est l'explication de cet acharnement? Eh bien là, c'est plus difficile à affirmer parce qu'il faut les preuves. Mais on peut constater qu'ils s'acharnent à donner un produit toxique, expérimental, à des enfants qui n'en ont pas besoin et qui vont mettre en danger leur fertilité future. Donc, quel est leur objectif? Voilà, ben c'est fini. Comme l'a dit le médecin juste avant, ils ne peuvent pas dire. Moi, j'ai écrit mon livre « Le grand désordre hormonal » en 2021. Je parle de tous les produits toxiques qui attaquent le système hormonal et la fertilité en particulier. Et dedans, il y a un chapitre sur ces injections Covid à nanoparticules lipidiques et ARN génétiquement modifié. Donc c'est déjà expliqué dans ce livre qui est de 2021. Voilà, merci.